J'ai essayé de vous montrer un petit peu ce qu'on fait au niveau du centre de recherche corporate de Thales, donc à Palaiseau, dans le domaine évidemment des capteurs quantiques, puisque c'est le sujet du jour. Donc en fait, Thales, on peut simplifier la vision d'une très grande quantité d'activités de Thales, de faire en fait toute une chaîne d'opérations qui vont du capteur, éventuellement avec des traitements, la transmission des infos liées à ce capteur, et puis tout le traitement de données, la décision, et ensuite évidemment un potentiel rebouclage au niveau d'un actuateur. Donc les capteurs sont quand même au centre d'une quantité très importante des business lines de Thales, des sonars, des radars, des radioaltimètres, etc. Oui. Tu reçois des mails? Bon, oui, c'est bon. Oui, donc en fait, dans les... C'est juste un peu bizarrement opaque. Donc dans les grandes activités business, si on retire la partie transport, ce qu'on est en train de vendre, que ce soit pour l'espace, que ce soit pour la défense, la sécurité, la partie identité numérique et sécurité, on a énormément donc, de ces activités de traitement derrière des capteurs de tout type, de toute taille. Un sonar de flanc sous-marin, ça fait des dizaines de mètres de long. Et puis en fait, évidemment, on fait des tout petits et on veut de plus en plus qu'ils soient de plus en plus petits, de plus en plus performants. Et le quantique sert à ça. Donc, peut-être pour simplifier, alors j'ai des planches en anglais, en français, je suis désolé, faites pas attention. Les grandes catégories sur lesquelles on travaille, donc c'est des besoins de magnétomètres divers et variés, petits, pas très performants, simples, ou au contraire très performants, encore plus petits, etc. Les centres élevés dans le diamant, principalement pour des activités de capteurs de champ magnétique, champ électrique, on trotte un peu moins la température et la pression. Et puis les atomes froids, avec une application majeure chez nous, qui est tout ce qui est centre inertie, qui permet d'avoir, on espère, des gains en performance d'un facteur une petite centaine par rapport aux centrales actuelles que l'on met dans les Airbus ou dans les sous-marins. Beaucoup d'applications RF, évidemment, puisque historiquement, Thales fait énormément de produits dans le domaine RF, que ce soit en surveillance du spectre pour le civil, en guerre électronique pour le militaire, etc. Donc on a des besoins d'antennes et de réduire pour les gammes de fréquences basses. On veut réduire la taille de ces antennes et je vais y revenir. Alors, le gros avantage vu de très haut niveau, c'est quoi? C'est que c'est plus compact, mais c'est très très vrai pour les antennes, mais il y a d'autres applications, c'est très bien. C'est surtout énormément plus sensible, et ça c'est vraiment une amélioration majeure des performances des produits. Et puis dans certains cas, on peut faire des choses en parallèle, et ça c'est pas mal aussi, parce que ça permet de faire plus de choses. En surveillance du spectre, par exemple, on a des détecteurs maintenant qui balayent tout le spectre qu'on a besoin de surveiller en parallèle, et donc avec une probabilité qu'on appelle une probabilité d'interception de 100%, alors qu'en numérique, on a une fenêtre qu'on balaye en fréquence, et donc on peut rater des trucs. Donc ça, c'est un atout majeur de cette technologie-là. Donc après, j'ai fait une planche un peu, enfin c'est pas moi d'ailleurs, c'est Marc Werman qui l'a faite, mais une application des technos quantiques à différents types d'activités. Bien sûr, on n'adresse pas tous ces secteurs d'activité. La défense, bien sûr, énormément. L'écoute de renseignement, c'est ce dont je parlais. L'observation et la détection en général également aussi. Et puis donc tout ce qui est centrale inertie, navigation, enfin ce qu'on appelle PNT, Positioning, Navigation and Timing, puisqu'on fait aussi des horloges. La santé, je pense qu'on en parlera lors de la table ronde, puisqu'il y a des startups qui travaillent dans ce domaine-là, nous, ce n'est pas notre cas. L'environnement, il y a énormément d'activités. Mucans, par exemple, sur tout ce qui est carabimètre qu'on va mettre sur les volcans pour essayer de voir s'ils sont sages ou s'ils sont calmes. La détection de gaz, par exemple, Mercens, on fait basé sur des lasers, des spectromètres qui permettent de détecter des choses intéressantes. Ensuite, pas mal utilisé aussi en géoprospection, en mobilité dont j'en ai parlé, et puis en métrologie, énormément d'activités en métrologie. Alors, beaucoup d'activités de niche en fait, pas d'activités qui vont révolutionner l'activité sur la planète de 100% des habitants, mais énormément d'activités pointues
qui peuvent être améliorés ou révolutionnés grâce à ce genre de technologie. Donc si on rentre un peu plus dans les détails de ce que fait donc, le centre de recherche TRT, Thales Research and Technology, énormément de sensing, et ceux qui sont en gras, c'est ceux dont je vais parler. On a fait par le passé, on se remet un peu à faire des communications quantiques, des distributions de clés en particulier. On commence à regarder un peu comme tout le monde, parce que ce qui a été dit par Athos tout à l'heure, c'est exactement ça. Les sociétés sont en train de se dire que, nom de Zeus, si ça sort, il vaut mieux que je sache m'en servir. Donc on regarde un petit peu quelles portes pourraient être ouvertes en ayant des activités de type algorithme quantique. Comme on a une grosse activité d'optimisation à TRT, évidemment, c'est la première application qui nous est naturellement proche et ce qu'on regarde très sérieux. Et puis Thales a d'autres activités au niveau des technologies habilitantes, en particulier, bien sûr, avec le 3.5 Lab, il y a des gens dans la salle, les lasers et les circuits intégrés photoniques, mais également Thales a 2 filiales, Thales Cryo, qui font des petites machines à froid, qui sont plutôt des machines à froid destinées à être embarquées dans des caméras, dans des choses comme ça, des caméras infrarouges. Alors pour l'instant, elles ne descendent pas assez bas, 70K, mais pas vraiment en dessous. Ils sont en train de regarder s'il n'y avait pas des opportunités intéressantes pour descendre plus bas, ce que certaines technos quantiques nécessitent. Voilà. Donc voilà les activités sur lesquelles on travaille, et je vais faire un petit focus sur certaines d'entre elles. En commençant par les horloges, on a un programme qui vient de démarrer, qui s'appelle Chronos, sur lequel on va essayer de réduire. Très souvent, le principe scientifique a été découvert dans un labo universitaire avec lequel on collabore ou pas d'ailleurs. Et nous, notre métier, notre mission principale, c'est de maîtriser cette technologie et de la mettre dans un format industriel, la maturer, de manière à ce qu'elle puisse résister, être plus petite, coûter moins cher, et surtout résister aux environnements, parce que très souvent, on veut mettre ça dans des endroits qui sont un peu secoués, où il fait un peu froid, un peu chaud, enfin que sais-je. Et donc, en fait, le gros de notre activité, c'est vraiment rendre ces technos plus robustes. Donc, les horloges, c'est pas nous qui avons... on travaille sur les CPT, là, donc, en particulier, donc c'est le CIRT en particulier au départ, et puis Besançon qui travaille là-dessus. Et donc, l'idée, c'est si on pouvait avoir une horloge de taille, quelques litres maximum, qui aurait la bonne idée de tenir une nanoseconde de stabilité par jour, ou une dizaine de nanosecondes sur la semaine, ce serait quand même pratique pour énormément d'applications, et pas que militaires, mais militaires aussi. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on se focalise ces derniers temps. Le principe, c'est de faire, voilà, le démonstrateur au CIRT, il fait 1,50 m sur 1 m sur une table optique, enfin, c'est normal, c'est comme ça qu'on met au point les technos. Nous, on a commencé à le mettre sur un banc collé optique qui est beaucoup plus petit, qui tient dans une dizaine de litres, et le projet est de faire tenir ça dans 3 fois moins à peu près, enfin 2-3 litres, ce serait idéal. Et avec un gain en stabilité d'un facteur 10, on pourrait mettre ça, par exemple, dans la prochaine génération de satellites Galileo, puisqu'on travaille sur ce genre de choses, ou bien beaucoup d'intérêt pour synchroniser les réseaux de télécom. Si en particulier c'est dans un avion, ça peut être bien d'avoir une horloge très, très précise pour synchroniser le fonctionnement en patrouille pour des avions d'armes. Enfin, bon, il y a plein d'applications où on a besoin de synchroniser proprement. Des radars multistatiques au sol, c'est pareil, on a besoin de synchroniser, etc. Enfin, il y a énormément d'endroits où on a besoin de ce genre de choses. Donc voilà, type d'activité qu'on peut avoir. On espère bien tenir. Alors là, l'horizon produit, pour vous donner une idée, c'est 2028, hein, c'est pas demain matin. Mais parce qu'on veut que ça tienne, des environnements bien secoués, etc. Autre activité, c'est les atomes froids. Les atomes froids, là c'est le CIRT et Berlin, enfin bref. J'ai mis le gravimètre de Mucans au milieu, c'est un produit industriel qui existe, hein, qui est reproduit, il le vend très bien. Et nous, on travaille pour essayer de faire ça sur une puce et pas sur quelque chose qui tient dans quelques mètres cubes. Donc, c'est pas tout à fait le même challenge. L'idée, c'est d'avoir des condensats comme on le fait aux approches vraiment à proximité de la puce, qu'on peut contrôler, qu'on peut séparer en deux, les laisser être secoués par l'environnement, que ce soit par exemple pour faire un accéléromètre ou un gyroscope, ou des choses comme ça, et ensuite mesurer donc, ce qui s'est passé sur une distance beaucoup plus petite que celle des atomes qu'on laisse tomber pour mesurer la gravité, mais avec quand même des performances très intéressantes. Donc en fait,
Aujourd'hui, on produit l'objet qui est à gauche, là, qui est un gyrolaser. On met ça dans les Airbus et dans les avions en général. Et on veut transformer cet objet qui fait 3 litres à peu près, je crois, même s'il y a un peu d'électronique autour de la partie cavité laser, dans quelque chose de beaucoup plus petit, en utilisant toutes les technos qu'on a à notre disposition. Donc les circuits intégrés photoniques, évidemment, qui permettent d'avoir tous les lasers dont on a besoin facilement. Et puis donc la Fabrice Plus, sur lequel on commence à avoir des résultats intéressants. On n'est pas du tout au niveau du produit, mais le produit, il n'est pas très loin. On espère quelques années, mais pas trop. Donc voilà un autre exemple d'activité. Un troisième, alors là, celui-là, pour le coup, on est allé sur le terrain avec, donc on a une maturité. Bon, le produit, on peut le faire demain matin. Il y a évidemment le temps de pouvoir le développer, mais enfin, on a toutes les briques techno nécessaires. Là, c'est donc un cristal de thulium sur lequel on vient, on prend un signal pris sur une antenne très large bande, on module un laser avec, ça permet de pouvoir le transporter sur une fibre optique, éventuellement de le déporter d'ailleurs. Et ensuite, donc, on obtient un très bel arc-en-ciel qu'on vient mesurer avec une caméra, et ça permet donc de faire une mesure spectrale, un spectromètre, ça marche très très bien. Vous avez un exemple, alors, je suis désolé, on ne voit pas très très bien, mais vous avez en fait, c'est ce qu'on appelle un plot cascade, c'est-à-dire que le temps est verticalement, vous avez le temps qui se déplace verticalement et le spectre horizontalement. Et vous voyez ici, par exemple, les bandes 3G, 4G, et puis des signaux. Alors, on ne les voit pas très bien, je suis désolé, la figure n'est pas très belle, mais c'est des signaux qu'on a générés de manière artificielle pour bien mesurer ce qu'on fait. Et on arrive à avoir comme ça un spectromètre qui fait 40 gigas de bandes permanent, avec une sensibilité qui est relativement correcte, une dynamique qui n'est pas trop mal, et une résolution temporelle qui est liée à la résolution de la caméra, en fait. Donc voilà, un autre exemple de produit de capteur fait. Et alors, on est allé sur le terrain avec ce machin-là. Donc, bon, évidemment, c'est du matos de labo. Hein. On n'est pas là pour faire joli. C'était à Brest, on surveillait la rade, c'était assez amusant. Et donc, en fait, on avait 40 mètres de fibre avec l'antenne qui était là-haut sur un radome, qui est une antenne qu'ils utilisent régulièrement. Et derrière, en fait, on avait donc tout notre système avec un petit cryo-couleur du commerce. Hein. On ne s'était pas fatigué à faire des choses compliquées. Mais on est arrivé à avoir des résultats très intéressants en termes d'analyse spectrale. Voilà. Dans la même veine, on commence à faire énormément de tests sur les technologies de centre NV, en particulier pour tout ce qui est mesure magnétique, avec une application en tête qui excite beaucoup les militaires. Pour le coup, c'est vraiment militaire, c'est le MAD. Le MAD, c'est l'analyse de champs magnétiques, et en particulier toutes les anomalies qui peuvent arriver, par exemple en mer, si vous avez une grosse masse métallique qui se déplace, ça fait une anomalie, et ce serait bien si on pouvait la détecter et la suivre, par hasard. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. Le gros avantage des centres élevés, c'est qu'il ne faut pas les refroidir, ça c'est quand même assez sympa. Voilà, pour l'instant c'est encore vraiment un niveau de recherche, mais ça donne un peu une idée du type d'activité qu'on peut faire avec ce genre de technologie. Et c'est assez intéressant. Et vous avez un exemple ici de ce qu'on a fait en termes de mesure. Là, c'est un signal totalement artificiel, mais on peut montrer qu'on arrive à mesurer. Autre sujet sur lequel on travaille pas mal, et là, pour le coup, je pense qu'on peut faire un produit assez rapidement, c'est des antennes. Enfin, les SCIF et les SQUID utilisés pour faire des antennes. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de rentrer dans tous les détails, mais l'idée, c'est simplement de mettre un nombre non négligeable de SCIF dans une matrice série parallèle, de manière à obtenir une plage de détection bien linéaire très importante. Et ça permet comme ça de pouvoir faire un capteur magnétique très efficace qu'on vient mettre soit tout seul, soit derrière une boucle d'antenne, de manière à faire des mesures de champ magnétique vraiment très précis. Je crois que j'ai une photo sur la planche d'après. Donc aujourd'hui, les antennes qu'on utilise dans la gamme HF, c'est des machins comme ça fait 2 mètres, 2,50 m de diamètre. Bon, c'est pas petit, mais il faut en mettre plusieurs. Vous voyez, il y en a tout un réseau là, pour faire de la goniométrie, pour la surveillance du spectre dans les bandes basses, qui sont les bandes principalement utilisées par les militaires quand ils n'utilisent pas la VHF, qui ne va pas assez loin. Hein, dès qu'ils veulent aller très loin, c'est la HF. Et on espère pouvoir remplacer ça par ce genre de dispositif. Alors c'est un dispositif de labo, mais ça fait 30 cm de haut, c'est beaucoup plus petit. Et c'est surtout plus sensible. Donc voilà, ce genre de choses sur lesquelles on travaille et qui permettent
d'espérer être capable de faire des produits intéressants. J'ai mis à côté le cryocouleur, voilà le genre de produit que fait Thales Cryo. C'est des petits cryocouleurs sur la taille d'une canne de Coca-Cola, comme ça, une quinzaine de centimètres de haut. Et la grosse boîte en dessous, c'est la lime, donc c'est vraiment de labo pour le coup. Et voilà, donc on a vraiment toutes les technos habilitantes qui nous permettent de pouvoir faire transférer ce genre de techno vers les business lines. Le petit dernier, alors celui-là, il est plus pour mémoire, parce qu'on est beaucoup plus loin d'un produit. Dans le cadre de l'UMR CNRS que l'on a à Palaiseau, on a toute une équipe qui est dirigée par Julie Grenier, qui travaille sur l'utilisation de nanoplots pour faire du calcul neuronal artificiel, enfin artificiel, oui, artificiel, pas un cerveau. Et il travaille beaucoup sur le fait de pouvoir faire, donc chaque nanoplot se comporte vraiment comme un neurone. Et puis le problème, c'est comment vous les mettez en réseau pour pouvoir faire vraiment un réseau neuronal. Et ce sur quoi il travaille là, c'est d'utiliser en fait des signaux RF, évidemment de fréquences différentes pour pas qu'ils s'interfèrent les uns aux autres, pour faire un vrai réseau. Aujourd'hui, ils sont arrivés à faire un réseau. Alors, on n'en est qu'au début, 4 neurones. Mais enfin, ça a quand même fait buzz pas mal dans Nature il y a un an. Donc évidemment, une fois qu'on a un calculateur neuronal artificiel, on fait toutes les applications d'intelligence artificielle qu'on veut, un réseau de neurones, un réseau de neurones. Et donc ça, c'est un sujet, certes plus long terme, mais qui peut avoir vraiment un impact intéressant si on arrive à faire suffisamment de nanoneurones, évidemment, sur un chip. La techno en elle-même, c'est tout simple, c'est l'équivalent d'une MRAM, donc c'est quelque chose qui passe à l'échelle sans vraiment aucun problème. Donc la techno n'est pas le problème c'est comment on fait l'architecture de tout ça, comment on le télécommande, enfin tous les problèmes industriels classiques, quand on commence à passer à l'échelle, et ça ressemble à ce que j'ai entendu ce matin. Voilà. Je vais finir par juste une planche pour vous dire qu'effectivement, on a énormément d'activités, on n'est pas tout seul sur le sujet. J'ai mis juste ce projet-là, et alors il y a tout le flagship dans lequel on participe sur la partie capteur aussi, mais là c'est un projet dans le cadre du FED, du Fonds européen de défense. Il y a un seul projet sur les capteurs quantiques, c'est celui-là, il s'appelle Adéquad. On a été sélectionné, ça date de mi-juillet. Et en fait, c'est un projet qui est assez conséquent, hein, puisque 27 millions d'euros, ça commence à faire un projet intéressant. Ça, c'est le funding. Hein, et chez le Fonds européen de défense, pour la partie recherche, c'est un funding à 100%, donc il n'y a pas de souci. 33 membres, ça fait beaucoup de monde à gérer. On va démarrer donc en janvier de l'année prochaine, sur une durée de 4 ans, avec 3 grands work packages. Un sur la partie PNT, donc je parlais Positioning, Navigation and Timing, une sur la partie RF, et une sur la partie Sensing Optronic, avec donc les leaders qui sont là, Thales, Dil Défense et Leonardo. Et comme vous pouvez voir, il y a énormément de sociétés qui sont dans ce projet. On a essayé de rassembler un petit peu tout le landerneau en Europe sur le sujet des capteurs, de manière à qu'un seul projet, qu'on soit sûr de gagner, bien sûr. Mais c'est quand même un sujet, c'est le projet dans lequel on va vraiment maturer énormément de techno. Et on espère en sortir des choses intéressantes. Rendez-vous dans 4 ans. Voilà, merci.